Aujourd'hui, dans toute une histoire, les histoires de Sophie, David et Dominique. Ils ont tous perdu un sens. Là, vous sentez? Si je ferme les yeux, je sens pas. C'est pendant sa grossesse que Sophie a commencé à perdre le toucher. Ça a été le visage pour moi qui a été très dur. C'est la perte du baiser d'abord. Voilà, voilà. C'est pas juste. Pas de bol. Je dis par exemple là, pour moi ça sent en gros rien. Je ne fais pas la différence entre le vin rouge et le vin blanc. Vous appréciez le vin quand même? Pour l'ivresse, oui. Dominique, elle, perd progressivement la vue depuis ses 16 ans. Sur le côté, jusque-là, je ne vois rien. Est-ce que votre expérience malheureuse peut apporter quelque chose de positif à vos enfants? Avec une maman qui a quelque chose en moins, ils ont eux quelque chose de plus. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans toute une histoire. Merci pour nos invités. Nous avons 5 sens. Nous avons 5 sens. Certains parlent même d'un 6e, c'est dire comme c'est compliqué pour ceux qui n'ont plus leurs 5 sens. Compliqué et parfois très étrange. Comment imaginer la vie en ayant perdu le goût et l'odorat? Comment faire pour que la vie garde toute sa saveur? David nous répondra. Autre perte de sens difficile à comprendre, la perte du toucher. Sophie, ma première invitée, n'a plus cette sensation qui permet de sentir les choses et surtout les autres, avec la main, avec la peau, avec le corps. Sophie était tout juste enceinte lorsqu'elle a appris qu'elle était en train de perdre ce sens très étrange, le toucher. Je suis atteinte d'une maladie neurologique. Ça fait 3 ans maintenant. Ça se manifeste par une perte de la sensation du toucher sur maintenant tout le corps. J'avais 23 ans quand ça a commencé. J'étais mariée depuis 1 an et demi. En plus, j'étais enceinte. C'était pas possible, quoi. Je pouvais pas avoir quelque chose de grave. À ce moment-là, c'est par des petits détails que Sophie comprend la gravité de sa maladie. Si on me passait la main sur le bras ou l'avant-bras, de manière très légère, je ne le sentais pas. Sur le visage, je ne sentais pas le passage d'une main, un bisou. Je ne sentais pas ces choses-là. C'est pourquoi ça m'arrive à moi. J'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ça? C'était vraiment de la colère, de la révolte. Ce n'était pourtant qu'un début. Aujourd'hui, Sophie a encore moins de sensibilité. C'est comme si j'avais une combinaison de plongée intégrale, des orteils jusqu'à la tête, avec des épaisseurs différentes. Il y a des endroits où je sens quasiment plus rien et des endroits où je sens encore un peu. Mais il n'y a plus aucune partie du corps qui est normale. Face à la maladie, le mariage de Sophie rencontre des difficultés. Au début, on a affronté la maladie ensemble et c'est vrai qu'on, petit à petit, on s'est perdu. La maladie chamboule tout et il n'a pas réussi à trouver la force, l'optimisme pour se dire que ça pouvait être différent, mais bien. Donc du coup, on est séparés maintenant depuis 1 an et demi. Le pire, c'est qu'on s'aime toujours, il y a toujours énormément de sentiments, mais je ne suis plus celle que j'étais avant. Oui, ça vous est arrivé tout jeune en fait, hein? 23 ans. 23 ans, comment on vous a annoncé ça? Simplement, je dirais, parce que en même temps, le diagnostic a été posé rapidement, mais c'est difficile, c'est une maladie qui est rare. Donc, je n'ai pas senti la répercussion que ça pouvait avoir sur mon état, sur ma vie. C'est très étrange parce qu'on sait qu'on peut perdre la vue, l'ouïe, mais on ne sait pas qu'on peut perdre le toucher. Non. Enfin, et même moi, quand on me l'a annoncé, j'ai pas compris que ça pouvait être à ce point-là. Et je crois que, quel que soit le sens ou la perte, quand c'est quelque chose qu'on a depuis toujours, on ne se rend pas compte de ce que ça peut être quand on ne l'a plus, quoi. Ça fait du bruit quand ça s'en va. Voilà. Mais avant, on n'y pense pas. Que... La colère a éclaté à quel moment? Je dirais que ça n'a pas été à un moment précis. C'est des ras-le-bol de temps en temps. Quand la soupape ne tient plus. Oui, puis quand on commence à se projeter aussi dans l'avenir, je disais, vous étiez tout juste enceinte quand vous avez appris ça. Comment vous envisagiez la suite des événements? Je dirais que paradoxalement, j'ai pas du tout senti la gravité de la maladie. Comme j'étais enceinte, je me suis centrée sur ma grossesse. C'était ce qui comptait, j'étais heureuse et à ce moment-là, les troubles étaient minimes. Donc, j'envisageais pas du tout... Vous avez parlé d'un délai sur l'évolution de la maladie? Non. C'est ça qui aussi était toujours difficile, c'est que c'est beaucoup de points d'interrogation.
On sait que la maladie est irréversible, inéluctable, mais on ne sait pas comment elle évolue. Voilà. Au quotidien, comment elle évolue pour vous alors? C'est des pertes. Alors maintenant, donc, tout le corps est touché. Maintenant, je dirais que c'est au niveau de l'intensité de la perte que je sens de temps en temps une aggravation. Par exemple? Dans quelles circonstances? Alors, les circonstances, ça peut être tout et rien. Bon, les mains maintenant, non, mais par exemple au niveau des pieds, avant je faisais une différence. Je sentais qu'il y avait un des deux pieds qui sentait encore un peu mieux que l'autre, rien qu'en enfilant des chaussettes. Maintenant, je fais plus la différence. Donc, je sens que ça évolue tout doucement. C'est une maladie qui s'est déplacée du haut vers le bas? Oui, ça a commencé aux mains. Alors, mais ça a été assez anarchique. Hein. Les mains, le visage, mais pas les bras tout de suite. Après les bras, le ventre, mais ça n'a pas commencé du haut en bas. Ça a commencé au centre et ça s'est élargi. Et après les jambes, c'est descendu jusqu'aux pieds. Comment votre mari et vous avez essayé d'apprivoiser la chose? Au début, on savait pas, ni l'un ni l'autre. Même moi, hein, j'avais beau, j'arrivais pas à me rendre compte de ce que ça pouvait être. Et donc du coup, on a continué notre vie comme on pouvait, comme on l'imaginait, un peu insouciant. Et c'est au fur et à mesure on voit que les territoires sont de plus en plus atteints. Et puis la vie continue, vous avez une petite fille, voilà, donc vous êtes une jeune femme, vous avez un travail. T'imagines pas que ça peut... Le sentiment amoureux ne disparaît pas avec la perte du toucher, évidemment que non. C'est très difficile de se mettre à votre place. Moi-même, avant de voir les images du reportage qu'on vous a consacré, j'avais beaucoup de mal à imaginer la frustration de ne plus sentir les choses. Regardons. C'est doucement. Finalement, tout ce que je fais, je suis obligée d'associer la vue. J'ai perdu un sens et il y en a un deuxième qui prend le relais. Pour mieux s'en rendre compte, nous avons soumis Sophie à un petit exercice. Elle doit deviner ce qu'elle a dans les mains, les yeux fermés. J'ai quelque chose dans la main, là? Voilà, dans les deux mains. Dans les deux mains? Ouais. Alors, voilà, ça commence. Je sais même pas si je l'ai dans la main. Est-ce que j'ai quelque chose? Là, je l'ai lâché. Ah, c'est une fleur. Mais même les yeux ouverts, certaines choses restent pour Sophie de véritables défis. Il faut que je me concentre à la fois sur tenir le crayon et serrer et écrire. Alors, les aliments dans la bouche comme l'eau, je les sens pas bien. Il m'arrive d'avoir l'impression d'avoir fini de manger, de plus rien avoir et en fait d'avoir des aliments coincés dans les joues et que j'ai pas du tout senti. Au niveau de la marche, c'est comme si je marchais avec des énormes chaussettes polaires où là encore je sens, mais de manière amortie. Il faut toujours que vous repériez à droite à gauche. Sans la vue, je suis perdue. Sans la vue, je... L'odorat, on l'a vu aussi avec la fleur. Oui, c'est vrai que les autres sens prennent toute leur importance. Les bruits à ce aussi. Mais c'est vrai que je dirais le primordial pour moi, c'est la vue. Maintenant. Vous êtes toujours en train de surveiller. Donc l'exercice qu'on a fait en vous privant de la vue, on s'aperçoit que là, tout d'un coup, des choses... Dans le noir, c'est la fin du monde, quoi. Je peux rien faire. Vous étiez mariée depuis 1 an et demi quand les premiers symptômes sont apparus. Comment votre mari a encaissé la nouvelle? Mal, je crois que dans un couple ou dans une relation, quand l'autre est malade, on aimerait prendre à sa place, on veut aider et en fait on se sent impuissant alors qu'on ne l'est pas. Mais ça chamboule tout, vous dites? Ça chamboule tout, ça perturbe tout. On est plus, alors entre guillemets à égalité. Et même si ça change, je pense qu'on peut toujours trouver. Là, pour nous, ça a fait beaucoup, quoi. C'est-à-dire que le toucher représente tellement dans la vie d'un jeune couple, on imagine mal s'en priver. Est-ce que votre mari osait encore vous toucher? Oui. Parce que c'est vrai que là encore, l'évolution était très lente. Donc, je dirais que l'état dans lequel je suis maintenant, ça fait depuis qu'on est séparés, enfin 1 an et demi maintenant. Mais au départ, ça a été très lent. Donc les choses, c'est vrai que ça a été le visage pour moi qui a été très dur. C'est la perte du baiser d'abord. Voilà. Qui a été très dur pour moi. On a du mal à vous imaginer quand on vous voit comme ça. Ça ne se voit pas. Non. C'est aussi ce qui est très dur. C'est tout handicap qui n'est pas visible est difficilement compréhensible. Oui, même pour lui, il disait qu'il avait peur que vous le mordiez quand vous l'embrassez. Ce sont des choses aussi simples que ça. Et ensuite, ce sont les autres sens, les autres parties du corps qui disparaissent.
Voilà, l'évolution était lente donc sur le reste du corps. Mais je dirais que là encore, même, je sens toujours un petit quelque chose. C'est pas une anesthésie complète. Et voilà, on ressent toujours quelque chose. D'accord, ça c'est un message qui est important de faire passer. On a du mal à réaliser. Si je vous serre la main, vous ne le sentez pas? Si vous me serrez la main, je vais sentir la pression, la chaleur de la main. Mais si c'est très léger, je ne vais pas le sentir. Là, vous sentez? Si je ferme les yeux, je ne le sens pas. Mais là, je le sens en vous regardant, je le vois en vision c'est-à-dire que périphérique. Ça vient compenser d'une certaine manière? Voilà, ouais, tout à fait. Et quand vous touchez votre enfant aussi, vous arrivez à avoir des sensations? Quand vous les accompagnez avec la vue? Oui, parce que là encore, il y a toujours la chaleur. Un corps dégage beaucoup de chaleur, donc il y a toujours la chaleur corporelle. Et puis tout ce qu'on y met derrière après. Mais c'est étonnant de se dire que vous êtes sensible à la chaleur et pas au toucher. Pas la sensation de différents tissus. Je ne vais pas sentir la différence entre de la laine et de la soie. D'accord. Il fait froid, vous avez froid. Il fait chaud, vous avez chaud. Ah oui, par contre, oui. Parce qu'il y a, dans la maladie, on parle là du toucher, mais il y a beaucoup d'autres choses associées. Il y a une énorme fatigue, une grande faiblesse. Et, vous dormez beaucoup pour essayer de récupérer. Voilà, je me repose beaucoup. Il y a 5 sensibilités différentes dans le toucher. Il y a le contact, que vous ne ressentez pas, la pression, que vous ressentez, vous m'avez dit à l'instant, la chaleur que vous ressentez, le froid également, la douleur. La douleur aussi. J'ai conservé la sensation douloureuse. Ah, ça, c'est pas juste. Ah, c'est ce que je me disais au départ, mais finalement, je le vois maintenant de manière positive, je sens encore la douleur. Je la sentirai pas, ce sera encore plus négatif. Oui, parce qu'il peut en plus vous arriver quelque chose sans que vous ne le... Voilà. Il pourrait vous arriver quelque chose sans que vous ne le sentiez. Que là, dès que ça me fait mal, des fois, à la limite, si je ne regarde pas, qu'on me touche la main, je ne vais pas le sentir. Mais si, par exemple, on presse, je vais sentir la pression, ou si on pince, je vais sentir la douleur. Donc, et la douceur d'une caresse non. Alors ça, vraiment, c'est pas juste. C'est pas de bol. C'est pas de bol. Votre maman est là, on va parler dans un instant de votre fille et l'éducation de votre fille, parce que ça passe beaucoup par le toucher aussi, l'éducation d'un enfant. Je vais d'abord donner la parole à Dominique qui est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue. Vous avez demandé de l'aide à votre famille puisque vous souffrez d'une maladie qui peu à peu vous rend aveugle. On vous avait dit que ça prendrait 2 ans. Vous aviez à l'époque 16 ans. Aujourd'hui, vous êtes plus âgé que 16 ou 18 ans. Et vous voyez toujours? Oui, je vois toujours un peu, oui. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Pas grand-chose. Je vois des petites bribes. Je vois un point central. Et, un point central, c'est comme si on regardait à travers un tube. Oui, c'est une maladie qui touche la périphérie de l'œil. Et donc, je vois juste vraiment un petit point central. La question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui est tellement insupportable dans l'idée de se faire assister? Parce que ce qui est très insupportable, c'est cette perte d'autonomie. D'être complètement dépendante de quelqu'un et d'être... ça, c'est terrible. Vous l'avez senti dans les remarques de votre fils, de vos fils? Oui, par moment. Oui, par moment. C'est vrai que j'ai l'impression de... Quand je leur demande de l'aide ou comme ça, il y a des moments, je les gonfle. Et votre fille, comment elle vous fait sentir que parfois vous êtes différente d'une autre maman? Je dirais qu'elle va vers les personnes qui lui apportent sécurité. Donc, si elle tombe, elle va aller, qu'elle se fait mal, elle va pas venir vers moi. Ou pour la relever, elle sait que je peux pas. Donc, elle va naturellement vers la personne la plus forte qui est présente. En l'occurrence, c'est souvent ma mère. Si mon mari est là, ce sera un mari ou ma sœur. Voilà. Mais jamais elle me dit... tu peux pas ou non, elle va instinctivement. Voilà. Oui. Vous en discutez ensemble. Quel âge a-t-elle aujourd'hui? 2 ans et demi, donc elle est encore toute petite. Elle pose des questions? Non. Mais je lui en ai toujours parlé. Je lui ai dit que maman était malade, elle pouvait pas faire comme tout le monde. Quand je peux pas elle sait que je peux pas la porter. Elle est trop lourde maintenant et j'ai toujours eu peur de la faire tomber. Donc là, il y a une confusion des générations. Votre maman est là. Votre maman parfois joue le rôle de la maman de votre fille. Bonjour madame. Et vous vous situez comment? Je dirais que depuis le départ, on a su bien poser nos rôles respectifs. Elle est la mamie. Alors, elle est très présente parce que elle assure le quotidien physique
la prendre dans les bras, la mettre dans le bain. Mais je reste sa maman. Toute l'éducation qui passe par les mots. Voilà, exactement. Ça, elle n'a pas le droit de s'en mêler, la mamie? Non, je suis pas là pour ça. Vous arrivez à vous surveiller justement, à pas aller trop loin, à laisser bien sa place de mère à votre fille? J'essaye en tout cas. C'est pas toujours facile. Des fois, on franchit vite une limite. On s'en rend pas compte, mais bon, un regard, hop, on se dit non, je laisse Sophie. Et puis on le dit à Justine également. À la petite. Voilà. La preuve par l'image. Alors, les chaussettes, c'est très difficile. On essaye, parce que d'habitude, maman n'y arrive pas. Je sens pas grand-chose. J'arrive pas à attraper le bord de la chaussette. Bon, on va appeler mamie? Mamie! Quand il s'agit de s'occuper de sa fille, Sophie est contrainte de demander de l'aide à sa mère. C'est dur. Oh là là, non. Toi, tu mets. Toi, tu mets. Et voilà. 5 secondes pour mettre des chaussettes. Maman. Je me suis toujours imaginé aller au parc avec ma fille, jouer avec elle quand elle est bébé, la faire sauter dans mes bras en l'air, courir avec elle. Et au bilan, moi, toutes ces choses-là, je peux pas les faire avec elle. Je lui dis, viens, écoute-moi, j'ai un secret. Pour moi, le plaisir est compensé autrement. Je sens l'odeur de sa peau. Le plaisir passe par le regard. Je positive un maximum, même si j'accepte. Je pense pas que je puisse dire encore que j'accepte la maladie. Je dirais que je fais avec. Et puis je fais le deuil doucement de la femme que j'étais. Je fais le deuil doucement de la maman que j'aurais aimé être. Voilà quoi. Je ne vois pas très bien le deuil de l'aspect maman. Je le vois pas. Je vous sens très maman, au contraire. Ah, je me sens très maman, mais je m'imaginais faire plus de choses avec elle. Et comment nous aider à mieux vous aider? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez bien qu'on vous dise? Comment vous aimez bien qu'on vous aide? Et qu'est-ce que vous ne supportez pas? Je supporte pas le... Alors, c'est un peu ambigu. À la fois, les gens qui font pas du tout attention et qui passent leur chemin et qui cherchent pas à aider les autres. Et à la fois, faut pas tomber non plus dans le on va tout faire à ta place, quoi. Donc, je sais que pour l'entourage, c'est pas facile de trouver le juste milieu. La bonne mesure. La bonne mesure, exactement. Et vous, Dominique, est-ce que vous avez eu parfois besoin de recadrer les choses, de dire que vous étiez là et bien là, vos enfants? Quelquefois, oui. Quelquefois, mais pas quand ils étaient tout petits. Tout comme la petite, là. Moi, ils ont tout de suite compris que maman avait un problème et je les ai jamais eus dans les jambes. Ils ont vraiment tout de suite compris. Mais c'est vrai que... Un enfant comprend ce que c'est que la perte d'un sens. J'ai l'impression qu'un adulte a plus de mal, parfois. Ah, tout à fait. Un adulte ne comprend pas beaucoup. Mais je comprends tout à fait ce que peut vivre Sophie, parce que c'est pourtant un sens complètement différent, mais on vit à peu près la même chose. Sophie disait qu'elle compensait la perte du toucher avec la vue, essentiellement. Oui, et moi je fais l'inverse. C'est ça. Je pense qu'à nous deux, on pourrait faire une bonne équipe. Vous compensez avec le toucher, principalement? Moi, je compense énormément avec le toucher, puisque je ne peux pas... Au grand bonheur de votre mari, d'ailleurs. Louis, vous êtes comment? Louis, énormément. Louis, dans les déplacements, notamment quand je traverse une rue, je me fie uniquement à Louis pour repérer où sont les gens, où sont... les voitures. Voilà, les voitures, les gens, les chauffes, beaucoup de choses. Le goût. Le goût... Pour savoir ce que vous mangez? Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est vrai que très souvent, j'ai des choses dans mon assiette. Je ne sais pas ce que j'ai, sauf quand c'est moi qui fais à manger. Mais, ça aide. Mais c'est vrai que le goût aide aussi, oui. Mais c'est quelque chose auquel on pense... c'est vrai que j'y pense moins que le goût m'aide, mais... L'odorat et le goût, on va en parler avec David maintenant. Bonjour David. David a donc perdu le goût et l'odorat. On va pas se mentir, rien n'est plus tout à fait pareil. Je dis par exemple là, normalement ça devrait sentir les oignons, le poivron et le poulet qui rissole. Pour moi ça sent en gros rien. Je suis anosmique et agusique. En clair, j'ai perdu le goût
et l'odorat. C'est arrivé lors d'un concert. Et ce jour-là, David fait un malaise. Ma tête a heurté le sol. Sous le choc, son nerf olfactif est détruit. C'était le chef neurologue qui me l'a annoncé, mais la première chose, c'est qu'il m'a dit que j'étais passé tout près de la mort. Quand vous êtes passé tout près de la mort, finalement, vous vous dites bon, c'est pas si grave. On peut vivre sans. Par contre, je fonctionne avec des automatismes. C'est-à-dire, comme je savais faire des choses, je peux les reproduire. Je suis toujours épatée de la façon dont David cuisine. Encore. Ça, il nous fait toujours des choses. Il nous a toujours fait des très bons plats, hein. Pour pallier à l'absence de goût et l'absence d'odeur, je vais privilégier la beauté des assiettes ou le croustillant pour que j'ai des sensations. Un moment comme ça, il est bon pour autre chose que la cuisine propre. Il est juste bon parce qu'on est tous réunis. Donc c'est pour ça aussi qu'il est bon. J'ai des regrets par rapport à des ambiances. Le printemps, pour moi, ressemble à l'été et ressemble à l'automne et ressemble à l'hiver. Et pour tout, c'est comme ça. Aurélie a rencontré David après son accident. À ses côtés, elle a appris à moins faire appel à son odorat. C'est un sens qui est devenu moins important pour moi. C'est vraiment devenu quelque chose qui n'est plus prioritaire. Oui, effectivement, vous entrez chez un fleuriste, vous avez envie de sentir toutes les fleurs. Moi, je les regarde. Voilà, il m'a appris à voir peut-être les choses de manière différente. Quand je prends Aurélie dans mes bras, effectivement, j'ai pas la sensation de sentir ses cheveux. Mais comme je la serre fort, pour le coup, j'ai le toucher. Donc je la serre peut-être plus fort. Vous parlez de l'odeur des saisons, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Dans la vie, je veux dire, de tous les jours. On pense à rien quand on va bien. Enfin, pas à tous ces petits détails-là, quels qu'ils soient. Parce qu'on les a et on les vit au quotidien. Je pense que c'est quand on les perd qu'on se rend compte de toute la valeur qu'ils avaient. Les saisons, c'est-à-dire que vous aviez le souvenir de l'odeur de l'automne, tout à fait, oui. L'humus, les oui, feuilles. Parce que pour le coup, l'odorat, je pense que pour les animaux, c'est un sens primordial. Ah. Pour les êtres humains, moins. Aujourd'hui, moins. Moi, je suis autonome, j'allais dire. Voilà. Vous n'êtes pas gouverné par votre truffe. Exactement. Ouais. Je ne vais pas à la chasse et je ne me sers pas de mon nez pour aller chercher une proie. Donc, je peux vivre, entre guillemets, à part quelques restrictions, presque normalement. Par contre, c'est un sens de nuance. C'est-à-dire que, clairement, l'odeur des foins coupés... Moi, j'étais motard, par exemple, je faisais de la moto, bon, pas sur le périphérique à Paris, parce que là, pour le coup, je me rappelle à peu près de l'odeur que ça avait, mais clairement, et pour les saisons, c'est lié. Vous allez au ski, espèce d'odeur avec le froid, des choses comme ça, et tout ça, ce sens de nuance, vous le perdez. Donc, effectivement, ça nivelle, c'est-à-dire que toutes les saisons se ressemblent un peu. Bien évidemment, la météo, mais dans la nuance, ça change. Il vous manque de choses aussi dont vous ne pouvez plus profiter chez Aurélie ? Dans le parfum de sa peau ? Mais quand j'ai connu Aurélie, j'avais déjà eu mon accident, donc j'aimerais connaître le parfum de ses cheveux, mais je ne l'ai jamais connu, donc on ne peut pas vraiment dire que ça me manque. Il y a des avantages ? Des avantages ? En parlant d'odeur. Alors, ouais, on peut le voir comme ça, sûrement que je pourrais pratiquer un métier que les autres ne voudraient pas pratiquer. Mais bon, globalement, voilà, ça s'arrête là. Enfin, on peut en tirer des avantages peut-être, oui, à des situations... Vous n'avez pas peur parfois, vous, de sentir la transpiration, des choses comme ça ? Si, mais je suis plus vigilant, on va le dire clairement, je suis plus vigilant, j'essaie de faire attention. Et puis on a quand même des automatismes, je veux dire... Se laver le matin ? Par exemple. Ouais. Alors, à quoi ? Non, mais je veux dire, on a des automatismes, bien sûr, se laver le matin... moi, je pourrais reprendre une douche à midi et peut-être le soir. Alors, peut-être que, voilà, je préfère, pour être sûr, clairement, je vais en rajouter peut-être... Vous l'avez un peu plus ? Peut-être. Oui. Vous avez le sentiment, Aurélie, qu'il en fait un peu plus que les autres ? Oui, enfin, avec modération quand même. Hein. Oui, mais oui. Puis parfois, il me demande. Hein. Voilà. Et vous lui dites toujours la vérité parce que vous avez l'avantage de pouvoir mentir. Non, je dis la vérité. Oui. Mais il me fait confiance. Hein. Oui. On reprend la discussion dans quelques minutes avec notamment la femme de David, mais d'abord on regarde ce qui nous attend dans la suite de l'émission. Une histoire assez étonnante. Dans un instant, l'histoire de Serge. Il a été accusé à tort par sa fille handicapée d'avoir abusé d'elle. Du jour au lendemain, on m'a enlevé mon mari et la justice a pris ma fille. On a détruit une famille. Pour rien. Vous avez douté de votre mari ? Jamais. Est-ce qu'on sait pourquoi elle a porté des accusations aussi graves ou est-ce qu'on ne le saura jamais ?
Je vais poser les questions. On va le savoir. Est-ce que vous demandez parfois à votre mari de vous décrire un paysage? Oui, décrire un paysage, décrire pas mal de choses. Hein. Des fois, justement, il y a des choses qui se passent. Je sais pas ce qui se passe. Les gens rient, les gens... Bon, et là, je lui demande qu'est-ce qui se passe, décris-moi. Paysage... Des visages? Des visages, oui. Des visages, des situations, souvent. Vous voyez des couleurs? De moins en moins bien. On a du mal. Qu'est-ce que vous voyez précisément de ce plateau aujourd'hui? Vous me voyez? Vous voyez nos invités? Non, si je vous regarde vous, j'ai déjà bien du mal à vous voir vous et je ne vois rien d'autre. Ça, on dirait ma femme qui parle, c'est formidable. Je voudrais pas de problème avec votre femme. C'est-à-dire que vous pouvez voir juste droit devant vous, quoi. Je vois un point. Vraiment un point. C'est-à-dire, même vous, si je vous regarde, je ne vois pas votre visage en entier, de toute façon. Bon, je sais que vous avez des lunettes parce que je vous ai vu à la télé, mais d'ici, je ne les vois pas. D'accord. On va tirer la lampe. Je vous en prie. Ah bon? Faut que j'en profite? Voilà. Vous en profitez, vous? Ça m'arrive. Nous allons maintenant écouter donc l'histoire de Dominique et comprendre ce que vous êtes en train de nous décrire et essayer de se mettre à sa place, évidemment. Depuis plus de 30 ans maintenant, vous redoutez le jour fatidique où vous serez totalement aveugle. On vous avait dit à l'âge de 16 ans que vous seriez aveugle à 18 ans. Oui. Vous en avez quelques années de plus et vous n'êtes toujours pas aveugle. Il faut garder espoir. Ce que j'arrive à voir concrètement quand je regarde quelqu'un, par exemple, si je vous regarde, si je fixe, je vois votre œil, je vois pas le deuxième, par exemple, ni le nez, ni la bouche, ni même si vous avez les cheveux longs, les cheveux courts, ou si vous êtes blonde ou brune. Dominique est atteinte d'une rétinite pigmentaire depuis qu'elle est adolescente. Cette maladie la rend aveugle progressivement et un jour définitivement. Très souvent, les gens me demandent aussi, mais qu'est-ce que tu vois sur le côté? Et là, je leur réponds tout simplement, toi, qu'est-ce que tu vois derrière ta tête? Voilà, derrière ta tête, tu vois rien. Eh bien, moi, c'est pareil, sur le côté, jusque-là, je ne vois rien, ni là, ni là. Ma vision, elle est de 5 degrés, de façon concentrique, et autour, il n'y a rien. Et ça continuera d'évoluer jusqu'à la cécité. Et ça, ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an, dans 10 ans, peut-être jamais. Ça, je ne sais pas. Le plus difficile, c'est de savoir qu'un jour, il n'y aura plus rien. C'est de ne pas non plus voir mes enfants vieillir. Peut-être que le jour de leur mariage, je ne verrai même pas la tête de leur fiancé. Peut-être que je ne verrai jamais mes petits-enfants. Et voilà, et c'est beaucoup de questions, c'est peut-être que... Je refuse complètement l'idée de plus voir. Je refuse complètement. J'ai même des périodes où je me dis, je ne serai pas là. Quand ça arrivera, je ne serai plus là. Je ne pourrai plus vivre. Et la présence de mes enfants me retient, c'est clair. Sinon... quel intérêt de vivre sans voir, sans faire ce qu'on a envie de faire? C'est quelque chose dont je ne peux pas parler. J'arrive pas à en parler. Qu'est-ce que vous emmagasinez pour plus tard? Vous êtes avide d'images? Je suis avide d'images, je suis avide de tout ce que je peux encore faire maintenant. La lecture, par exemple, le cinéma, dans certaines conditions, parce que c'est pas tous les films, et c'est au dernier rang, et j'y vois pas tout. Au dernier rang ou au premier rang? Au dernier rang. Ah oui. Parce qu'au premier rang... ah oui, ça part trop sur les côtés? Ah ben oui, je vois rien du tout au premier rang. Là, autant vous êtes près de moi, je vous vois bien moins que tout à l'heure où j'étais plus loin. Là, je vous vois quasiment plus. Curieusement, plus c'est près, même si c'est centré, moins je vois bien. Je vais voir quelque chose, c'est ça qui est très, très curieux. Je vais voir quelque chose qui est très loin de moi, pas très, très bien forcément, mais je vais le voir, alors que très proche, je ne le verrai pas. Et les gens, en fait, pour les gens, c'est simple, c'est où on voit pas. Et la personne qui ne voit pas est comprise
entre guillemets, hein, est comprise des autres. La personne qui voit, on comprend bien. Personne qui voit pas, on comprend pas. Très souvent, les gens me disent « Ah bah oui, moi aussi, je vois pas bien, je vois plus que 8/10. » Ça énerve, oui, ça. C'est très énervant. Ça n'a rien à voir. Mais je comprends très bien. Par contre, je n'envie absolument pas la personne qui ne voit pas. Je ne voudrais pour rien au monde. D'ailleurs, c'est ce que je... Christelle est avec nous, justement. Peut-être que vous avez écouté cette émission avec beaucoup d'attention. Oui. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez été opéré d'une tumeur du cerveau quand vous aviez 20 ans. Vous en avez aujourd'hui 29. Oui. À votre réveil, vous aviez perdu la vue. Vous étiez prévenu des risques? Bah oui, le médecin, quand il a fait le diagnostic, quand il est rentré dans ma chambre, il m'a clairement fait comprendre que c'est la vie ou la vue. Alors, le choix était vite fait. Hein. Vous avez réussi à 20 ans? Oui, ça commence par un V, ça finit par un E. Mais c'est pas la même voyelle au milieu. C'est pas la même, pas du tout. Les grandes questions sont sur la compensation des sens. Est-ce que vous compensez? Oui. Louis, beaucoup par lui, parce que je peux écouter 3 conversations en même temps. Le toucher, mais par contre, l'odorat et le goût, je l'ai perdu par rapport à l'opération. Ah bon aussi? Ah ouais. J'ai perdu par rapport à l'opération. Donc vous êtes très attentive à tout ce qui est touché? Tout ce qui est, oui. Et oui. Bah, ouais, donc ma main me sert de... Bah, c'est mes yeux. Hein. Et vos oreilles, qu'on pense aussi? Ah, ils sont bien là, vous inquiétez pas. Ils sont bien là, d'accord. Vous comprenez que ce soit difficile pour Dominique de vivre tant d'années dans l'incertitude du lendemain? Ben... Non. Elle devrait y être habituée, moi je pense... On ne s'habitue pas à ce genre de choses, mais depuis le temps, depuis 16 ans, elle a un certain âge maintenant, on s'y fait. On s'y fait à le fait que, bon, bah, tôt ou tard, on sait qu'on va perdre la vue. Moi, le fait qu'elle court contre tout, qu'elle emmagasine des images, qu'elle lit... Moi, je lis aussi. Les images, ben, je les avais jusqu'à ce que j'ai vu, à 20 ans. Je les ai encore, je me remémore des choses. Par exemple? Je peux... Ben, quand je sortais le soir, ou ben, en cachette de ma mère, ou ben, quand j'allais à la plage, je viens de la Guadeloupe, donc je peux vous décrire la mer, je peux vous décrire la plage. Ça change rien, même si je vois pas. Je peux vous décrire, quand je vais en Guadeloupe, je décris le trajet à quelqu'un qui m'emmène tel ou tel endroit. Et pourtant, je ne vois plus. Je fais beaucoup appel à ma mémoire. Est-ce que vous avez vécu jusqu'à l'âge de 20 ans? Et depuis, est-ce que vous avez réussi à faire partager cette expérience? Est-ce que ça vous a renforcé? Énormément, énormément. Ah non, expliquez-nous ça, parce que c'est important. Ben, au quotidien, bon, ben, je vis toute seule, je fais la cuisine toute seule, mes vêtements, je les achète. Les couleurs de mes vêtements, je les retiens. Je les retiens, je peux vous dire que des vêtements que j'ai achetés depuis 2001, que j'ai encore, je connais la couleur, quoi. Là, vous êtes monochrome aujourd'hui, hein? Oui, je sais, les chaussures, tout. Ça va ensemble. Non, il y a des petites rayures blanches. Oh, exact. Voilà. Non, je retiens. Je vis chez moi toute seule, je fais tout toute seule, repassage, serpillière, mon lit. Et je n'accepte pas qu'on m'aide. Alors là, si vous voulez pas vous fâcher avec moi, non, faut pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Dominique? Je voudrais lui dire que, à la place de Christelle, je ne sais pas ce que j'aurais choisi, moi. Entre la vie et la vue, à ce point? Oui. La vie, elle est super. Hein. Vous aurez tort d'avoir choisi la vue. Hein. Alors là... Est-ce que vous pensez, Sophie et Dominique, que votre expérience malheureuse peut apporter quelque chose de positif à vos enfants? Moi, je crois, oui. Oui, moi j'en suis persuadée. Sophie? J'en suis persuadée. Je pense qu'on apporte une notion de différence, qu'on peut faire les choses. On montre aussi peut-être une force à ces enfants, qu'on arrive à faire des choses sans être, entre guillemets, normales, et qu'il faut toujours tenir, quoi. Dominique se prépare, en tout cas, depuis 3 ans, votre maladie s'est développée, donc beaucoup plus tardivement que ce que les médecins l'avaient pressenti, mais elle se développe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous déplacer sans canne blanche, vous avez besoin d'aide au quotidien, c'est une dépendance que vous supportez mal. On regarde ce reportage. Dehors, je me déplace avec une canne blanche. Alors au départ, je sortais dans des endroits où j'étais complètement... où je savais que je rencontrerais personne de connu. Petit à petit, j'ai pris l'habitude de me servir de ma canne partout. Pour moi, c'est un état de faiblesse de me montrer avec cette canne blanche. Je me sens de plus en plus dépendante de mon mari, de mes enfants. J'ai l'impression que par moments, nos rapports deviennent de plus en plus. Est-ce que tu peux me faire ci? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que, voilà... Je me sens de plus en plus diminuée.
par rapport à eux et j'ai l'impression que les rapports se faussent. Tu te rends compte que c'est pas facile à chaque fois de te demander je voudrais ceci, je voudrais cela, est-ce que tu peux ceci Parce que là, si tu me le demandes pas d'abord, je le saurais pas. Et deuxièmement, si je ne peux pas, je vais pas te dire bah écoute, je laisse tout tomber puis je vais t'emmener. Tu penses bien que si je voyais, j'aurais pas besoin de toi pour aller faire des courses ou comme ça. Mais si je peux pas, je fais comment? Je suis un vilain parce que je peux pas. Bah, elle me reproche souvent de pas bien la comprendre. Comment réagir, comment arriver à la soutenir, trouver les mots qu'il faut pour arriver à l'aider, c'est ça qui est le moins évident. Pour beaucoup de diplomatie, de patience, savoir se taire aussi. Enfin bon, il y a plein de choses auxquelles il faut songer. Moi, je culpabilise à chaque fois de vous demander comme ça, tout le temps, un truc, un machin. Comme tu es handicapé, il faut bien que tu aies de l'aide qui vienne de quelque part. Et donc, c'est de nous, mes frères et papa, qui devons t'aider en premier. Vous reprochez parfois, Dominique, à votre mari de ne pas toujours bien vous comprendre. Qu'est-ce qui lui échappe? Il ne suit pas toujours l'évolution de la maladie. Comme la maladie évolue tout le temps, je vois de moins en moins et il a un peu de mal à rattraper les wagons. Oui, c'est pas simple, parce qu'on s'habitue pendant un certain temps à ce qu'elle peut voir, mais sa maladie évolue, donc j'ai toujours un wagon de retard, en fait, par rapport à l'évolution de son problème, et c'est vrai que parfois, je suis un peu plus en retard encore que d'habitude. Quand elle vous reproche des choses, ça peut passer par la colère? Oui. Oui, tout à fait. Et comme on a tous deux des caractères bien trempés quand même, dans ces cas-là, je mets le couvercle, j'attends que ça se passe, parce que ça sert à rien. Au début, ça commence à se péter un peu. Ça peut servir à vous faire réfléchir, à essayer de mieux comprendre ce que votre femme endure? Tout à fait, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Sophie, Dominique, David et Denis restent avec nous. On va maintenant écouter l'histoire d'un père blessé pour cause. En septembre dernier, nous recevions des parents accusés à tort de battre leurs enfants. Serge, lui, a été accusé à tort d'avoir abusé de sa fille. Il est avec nous, il vient tout juste d'être innocenté, mais ce père a passé plus d'1 an et demi en prison et n'a pas vu sa fille pendant plus de 6 ans. Je suis très fier de pouvoir le recevoir aujourd'hui et qu'il puisse nous expliquer son histoire. Voici l'histoire de Serge. Mariés depuis 30 ans, Serge et Rosie sont parents de 2 filles, mais Laure, la deuxième, est née avec un retard mental. Elle marchait pas, elle avait un comportement un peu spécial. Laure doit aller dans des écoles spécialisées, mais elle grandit sans incident, jusqu'au jour où sa mère reçoit un coup de fil inquiétant. Laure a alors 14 ans. C'était le directeur donc, de l'établissement, me disant « Madame Machado, ne venez pas chercher Laure à l'arrêt de bus ce soir ». Il me dit Laure a porté des accusations sur votre mari. Laure accuse son père de l'avoir violée. On m'aurait donné 10 ou 20 coups de couteau, ça m'aurait pas fait plus mal. Signalement, enquête, Serge est placé en garde à vue alors qu'il clame son innocence. Ça a été l'enfer. Les gendarmes là-bas m'ont dit que ma fille avait été violée. Les gendarmes me disaient que j'étais un pédophile. J'aimais bien les handicapés. Je leur disais, non, il est impossible que mon mari ait fait ça, je le connais. Ils vous écoutent pas. Pour les médecins, la jeune fille a l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Son témoignage suffit à faire emprisonner son père. Je pense que Laure ne s'est même pas rendue compte de ce qu'elle faisait. Parce que je crois que Laure ne sait même pas ce que c'est la prison. Je savais qu'elle avait dit une bêtise, mais que cette bêtise, les adultes l'ont amplifiée. Alors que Serge est en prison, Rosie apprend qu'elle ne peut voir sa fille que sous surveillance. Du jour au lendemain, on m'a enlevé mon mari et la justice a pris ma fille. On a détruit une famille, pour rien. Et où en est-elle, votre famille, 6 ans plus tard? Je m'excuse. Il y a de quoi. Ce sont aussi des larmes de soulagement aujourd'hui. Oui. On s'est retrouvés. Pas tout à fait encore comme on le voudrait, parce qu'on a l'aînée qui est un peu réticente. Mais bon, avec le temps, je pense que ça viendra. Le temps va faire son travail. Le temps a été long, non? 6 ans. 6 ans de... On m'a enlevé ma fille pendant 6 ans. 6 ans avec la pire des accusations qu'on puisse avoir contre soi? Oui.
On me dit, tu es accusé de pédophilie sur ton enfant handicapé. D'actes atroces, J'ai rencontré quelqu'un plus tard qui m'a dit, il avait eu beaucoup d'affaires, il m'a dit, tu sais, tu vas te battre contre quelqu'un que tu aimes. J'aimerais pas être à ta place. C'est le plus dur pour l'homme. Pour un homme, c'est ce qu'il y a de plus dur. De se battre contre quelqu'un qu'il aime. Voilà, c'est très dur. Contre la chair de sa chair. Voilà. Pourtant, vous saviez que ce serait aussi long et aussi difficile dès le début? Ou au début, vous vous êtes dit, ça va pas tenir? Vous avez douté de votre mari? Jamais. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, mais le soir même, il vaut mieux s'apercevoir que bon, la petite a menti et bon, tout va rentrer dans l'ordre, on va en rigoler. Mais bon, et puis on a pleuré pendant 6 ans. Comment ça a évolué pour que vous entriez dans ce processus? Tout est parti en fait d'une... Je pense qu'ils ont été un peu trop vite. La personne qui s'occupe de ce centre-là, d'abord, elle doit avoir un problème, il a trop engagé trop vite. Donc quand la machine se met en route, ils ont du mal à faire marche arrière. Donc moi, au début, j'attendais les gendarmes, je me suis dit, bon, j'étais confiant, hein, parce qu'ils sont venus m'arrêter la première fois, je me mets en short. Le gendarme m'a dit, habillez-vous quand même, c'est pour vous dire, j'allais à la gendarmerie en short. Et vous a dit, habillez-vous, ça risque d'être long? Oui. Mais après, il y a eu une deuxième garde à vue, et c'est là que j'ai vu que ça allait être très 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 long. Combien de temps a duré la première garde à vue? La première garde à vue a duré 18 heures. Oh, c'est long déjà. C'est affreux. Affreux. En l'an 2000, entendre des mots, j'étais... la psychose de la pédophilie, j'ai entendu de ces mots. Je pensais qu'on allait d'abord m'écouter, me questionner, m'écouter. J'ai entendu des phrases... On vous a accusé tout de suite? Ouf. Ah oui. C'est-à-dire que tout le monde y a cru. Il faut dire pourquoi aussi. Parce qu'en fait, comment on pourrait dire, on a observé votre fille, on a cherché à savoir si elle était vierge ou pas. Voilà. Et les résultats ont dit qu'elle ne l'était pas. Voilà. Moi, j'apprends en garde à vue, j'apprends que ma fille est violée. La deuxième garde à vue quand même, parce qu'il y a eu 2 mois. J'apprends que ma fille est violée, donc je pleure, parce que je me dis, bon, je sais que c'est pas moi. J'apprends qu'elle est violée, et j'apprends en plus qu'elle dit que c'est moi. Donc vous recevez, de coup, plus les gendarmes qui rajoutent. Ça, c'est la deuxième garde à vue. Voilà, c'est l'enfer. L'enfer, là. Ça a été invivable. Non, il faut dire qu'à la première garde à vue, les gendarmes nous disaient, en nous tapant sur le poing, à ma fille et moi-même, votre mari est un monstre, il a violé votre fille. Mais il n'y avait aucun papier qui prouvait, il n'y avait aucune expertise médicale qui prouvait qu'elle avait été violée. Il ne le disait que oralement. Voilà. Et donc, ensuite, l'expertise a été demandée? Voilà. Il se passe 2 mois. Donc, et là, il y avait une expertise. Moi, je suis représenté... Qui disait que Laure avait été violée. Et c'est là qu'il a été incarcéré. Quel âge avait-elle à l'époque? 14 ans. Et d'âge mental? 6 ans. Et la suite et le dénouement surtout de cette histoire d'ici quelques instants. Regardez d'abord ce message, il vous concerne peut-être. Votre conjoint est jaloux de votre meilleur ami. Trop belle ou trop beau, vous êtes victime de votre apparence. Vous êtes l'amant d'une femme mariée. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, les 5 célibataires, Sophie, Jean-François, Marilyn, Jérôme et Patricia reviennent dans toute une histoire. J'aimerais trouver un homme avant l'hiver pour pouvoir cocooner tranquille, sympa, et qu'on s'occupe de moi. Patricia trouvera-t-elle l'âme sœur sur Internet? Il cherche une femme câline, tendre, très sensuelle, libre, libérée, passionnante, passionnée. Là, avec moi, il sert rien. Le déhanché de Jean-François charmera-t-il ces dames? Mais moi, je suis chaud, je suis en pleine forme. Sophie trouvera-t-elle la bonne tenue pour l'homme idéal? Je recherche Albator. Les cheveux longs, bruns, la cicatrice là, tu vois, ou là, ou enfin bon. Ça, c'est le genre de truc qui me fait craquer. Et enfin, la sexy Marilyn aura-t-elle ému Jérôme? Ils sont mignons, c'est vrai. Ils sont mignons, c'est vrai. Tout timide.
Vous disiez, Serge, que la première garde à vue avait été très difficile et la deuxième, encore pire. La deuxième, c'était après l'expertise. Combien de temps a-t-elle duré? Comment ça s'est passé? Là, c'est 48 heures. Alors là, j'ai été du trou, je crois, à côté de moi, c'était un ange. Quoi. Ils m'ont promené dans tout Toulouse. Ça a été des... on ne mange pas, on est attaché, on est humilié, insulté. Le fait de me demander... J'ai expliqué parce que ça ne correspondait pas du tout alors. L'accusation que donc je faisais... Vous dire, c'est une petite fille qui était très gentille plutôt qui était... Ah, elle était toujours avec moi. J'allais au rugby, elle me suivait. Je l'amenais au travail, elle venait. Elle était toujours... quand j'étais là, elle était toujours avec moi. Cela ne correspondait pas du tout à le comportement de l'ordre. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'elle ait pu dire une chose pareille alors? Je pense que l'entourage qu'il y avait à cette époque-là a été très néfaste. Et vu son handicap... Ça, plus le climat ambiant, parce qu'on était en pleine affaire du trou, c'est ce que vous disiez. Voilà. Je posais la question à Stéphanie, comment vous avez réagi quand vous avez appris que votre fille était en train d'accuser votre père? Ma soeur. Pardon. Je lui dis, c'est pas possible. Déjà, c'était un choc du fait qu'on me dise qu'elle soit violée. Donc déjà, je me suis dit, elle a été violée, donc c'est atroce pour elle ce qui lui est arrivé. Et que ce soit mon père, c'était pas possible. Et je l'ai toujours soutenu et c'est... Vous n'avez jamais douté, vous non plus? Jamais. Qu'est-ce qui vous donnait autant d'assurance, autant de certitude? C'est le cœur qui parle. C'est mon papa et il est formidable et c'est pas possible. Alors ça, vous le savez, votre maman le sait et visiblement les autres ne le savent pas. Ou ne veulent pas le savoir. Parce que j'apportais dans le dossier, je criais mon innocence, je me suis toujours battu et ils ne voulaient pas ça, ils ne voulaient pas. Et le problème, au bout d'un moment quand même, il y a une deuxième expertise qui est contradictoire avec la première. Donc, elle est vierge. Elle est vierge, elle redevient vierge. J'en fais part à monsieur le juge d'instruction à les faire. À l'époque, excusez-moi. Parce que, et lui est étonné de ma réponse. Parce que j'ai dit, attendez, ma fille est vierge, donc je dois sortir de prison. Mais non, me dit-il. Pourquoi? Le viol est toujours reconnu. C'est comme si j'avais tué quelqu'un, il est vivant devant moi, et on me dit non, vous restez en prison pour meurtre. Alors les mois passent, Serge, vous êtes en prison, et Rosie a de plus en plus de peine d'être éloignée de son mari, évidemment, votre fille également. On vous interdit désormais donc de voir votre fille handicapée. Votre famille, à ce moment-là, est totalement éparpillée. Serge est incarcéré à la maison d'arrêt de Toulouse, dans le quartier des pédophiles. Pendant ses 13 mois de détention, sa femme et sa fille aînée lui rendent visite 3 fois par semaine. Pendant une demi-heure, on pleurait, c'était... Et en sortant, on pleurait encore davantage, parce que ma fille aînée, de voir son père là-dedans, pour elle, c'était atroce. Je le trouvais très affaibli, très maigre. C'était pas du tout le même père que j'avais connu, moi, ici, à la maison. C'était un homme qui était révolté, qui regardait partout, qui avait peur aussi. On le voyait sur sa tête et il se demandait ce qui allait bien lui arriver. Après des mois et des mois de détention, une nouvelle expertise médicale conclut que Laure est finalement vierge. La jeune fille revient sur ses accusations. Au bout de 13 mois, mon mari est sorti de prison. En arrivant ici, il était complètement perdu, il avait plus... C'était plus chez lui. On avait l'impression que c'était un étranger qui arrivait dans la maison. Quand je rentre ici, je ne reconnais plus rien. Plus rien. Moi qui suis fait du logis un peu, je sais où il y a tout, je ne sais même plus où est ma serviette totale. Libre, mais toujours mise en examen, Serge se démène pour retrouver ses droits et sa fille. Ma fille, ça fait 6 ans que je ne la vois plus. Ma fille. Quand je vois sa photo, je pleure. Comment je vais la retrouver? Il va falloir recouler tous ces morceaux. Il va y avoir du travail. Après 6 ans de procédure, la justice accorde à Serge un non-lieu. C'était il y a quelques jours. La famille a appris la nouvelle par un simple courrier. C'est le papier que je suis acquitté. Cette cour d'appel de Toulouse, chambre d'instruction. 6 ans qu'on attendait ce papier. Éloignés depuis 6 ans, père et fille reprennent doucement contact par téléphone en attendant d'être enfin autorisés à se revoir. Eh bien, je travaille aussi, moi. Oui. Ah.
Allô? Allô? Bonjour, bonjour ma chérie. Ça va et toi? Tu sais qu'aujourd'hui j'ai reçu la lettre comme quoi j'étais innocenté. Oui. Le facteur, j'étais content. Tu seras contente de nous voir bientôt? Oui. Moi aussi, je t'aime. Ah, moi aussi ma chérie, très fort. Voilà, à très bientôt. À très bientôt et on viendra te serrer dans tes bras. Au revoir ma chérie. Au revoir, François. Je t'aime, au revoir. Au téléphone, quand je l'entends, c'est toujours ma fille, quoi, je veux dire. Là, elle nous dit qu'elle nous aime, nous, on lui répète aussi souvent, on lui dit que c'est pas sa faute, tout ce qui est arrivé, c'est pas sa faute, donc à elle, on peut pas lui en vouloir. Vous êtes bien courageux parce qu'il a fallu 6 ans. Comment sont passées les retrouvailles avec votre fille il y a une dizaine de jours maintenant? 6 ans après? C'est comme si elle nous avait vus la veille. Hein. Elle s'est rendue compte de ce qui s'est passé? Non, disons... Oui, un peu. Disons, elle, tout ça, elle n'a pas d'émotion. Elle n'a même pas pleuré quand elle nous a revus. Bon, nous, on a caché parce qu'on ne savait pas, parce que pendant 6 ans, il y avait toujours, entre guillemets, des gendarmes autour. Donc, on a eu peur en arrivant. Et là, non. On était tous les deux, on a fait des photos. Et on reapprend doucement à recoller à la maison. Parce que sa mamie ne l'a pas vue depuis 6 ans. Sa grand-mère, qui a 95 ans, ça fait 6 ans qu'elle ne voit plus sa petite fille. Tout ça... Stéphanie, vous en avez voulu, vous, à votre grande sœur? Vous en voulez encore à votre grande sœur aujourd'hui? À votre petite sœur? Oui. Oui, je l'en ai fait. C'était très dur, c'est très dur à expliquer. Disons que j'ai voulu du système, en fait. Le système a fait que maintenant, je ne connais plus ma sœur. Donc j'ai du mal à aller la voir et elle est en face de moi, mais je sais. Vous n'étiez pas au retrouvailles il y a une dizaine de jours? Vous n'avez pas voulu y aller? Non. Vous n'avez pas pu y aller? Je peux pas, pour l'instant, je peux pas. J'ai du mal à la voir en face de moi. Et je lui en veux, oui et non, et c'est un peu dur à expliquer. À la fois, c'est votre sœur, vous l'aimez? D'en avoir fait que nos relations ne sont plus sœurs. Vous avez essayé de reconstruire ça? Je vais essayer, oui. On va y arriver. Est-ce qu'on sait pourquoi elle a porté des accusations aussi graves ou est-ce qu'on ne le saura jamais? Je vais poser les questions. On va le savoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance pour votre nouvelle vie, vous le méritez. Merci. À la prochaine fois. Merci.